Nous avons une information de dernière minute. Le commandement central des États-Unis a annoncé, une fois de plus, pour le 5e jour consécutif, qu'à 14 heures, donc il y a un peu moins d'une heure, les forces américaines ont lancé une nouvelle série de frappes contre l'Iran. Selon eux, c'est la 5e nuit d'affilée, dans le but de réduire encore les capacités militaires iraniennes. Pour l'instant, on ne sait pas quelles cibles ont été touchées, combien de frappes sont prévues, ni combien de temps cette opération va durer. Les précédentes ont duré plusieurs heures, donc on va voir cette fois ce qu'il en est et quel en est l'objectif. Nous allons entendre dans un instant l'amiral Cooper, le commandant du Central Command. Je ne suis pas sûr que ça va vraiment nous aider, mais on va l'écouter quand même. On essaie de comprendre ce qui se passe. Mais, évidemment, la vraie question c'est, vers où va cette guerre? Oublions cette frappe en particulier. Où va ce conflit? Et aujourd'hui, on retrouve avec nous notre ami Arta Moini, directeur général de l'Institut pour la paix et la diplomatie, ici à Washington. Vous voyez son compte X à l'écran, n'hésitez pas à le suivre. Arta, bienvenue à nouveau dans l'émission, ravi de t'avoir avec nous. Merci. Ravi d'être ici, même au milieu de cette semaine un peu chaotique. Oui, et j'ai bien peur que le chaos n'en soit encore qu'à la phase de montée. Si tout continue à s'intensifier comme ailleurs, on dirait qu'on est en train d'escalader sur tous les fronts. Je ne vois pas pourquoi cette situation serait différente. Mais selon vous, que vise exactement cette nouvelle série de missiles et de frappes? En fait, si vous pouviez simplement décrire les 4 premiers jours, avec les multiples sorties menées pendant cette période, comment les caractériseriez-vous? D'après ce que vous pouvez en dire, quels sont les objectifs des États-Unis avec ces frappes? C'est la grande question, n'est-ce pas, Dan? Quel est l'objectif? Je pense que cette fois, il y a un peu plus de clarté. Le champ d'action est beaucoup plus limité, pas en ce qui concerne les frappes, parce qu'ils visent de nombreux sites militaires dans le sud de l'Iran, mais plutôt en ce qui concerne ce qu'ils veulent vraiment accomplir, affaiblir les capacités iraniennes dans le sud. C'est une guerre autour du détroit d'Ormuz. Ce n'est plus une guerre pour un changement de régime. Cette idée est morte en février. Ce n'est même plus une guerre pour dénucléariser l'Iran, parce que d'abord, les sites nucléaires ont été frappés, et ensuite on ne sait pas où se trouvent les stocks nucléaires, ni l'uranium enrichi. On dirait que Trump a laissé tomber cette idée. Il veut une victoire et il pense qu'il peut l'obtenir dans le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas si c'est vraiment probable, mais je m'attendrais plutôt à une sorte de campagne de bombardement prolongée dans le sud-est, depuis le port de Chabahar, tout au sud-est, jusqu'au Khouzistan et à Ahvaz, la grande ville du sud-ouest, là où se trouve la région pétrolière, ainsi qu'à Bandar Abbas, qui est en gros un centre de commandement pour les gardiens de la révolution et la marine iranienne. Mais beaucoup de ces sites ont déjà été frappés, et de manière bien plus importante, par le passé. Et l'Iran ne va pas simplement rester les bras croisés et encaisser ça. Donc je pense que le protocole d'accord, en réalité, a bien été négocié. Beaucoup de gens ont dit que c'était pas de bonne foi, mais les deux parties l'ont signé. Sauf que, dès le départ, on a vu ce problème. Il semblait avoir des compréhensions complètement différentes des termes de ce protocole. Je pense qu'à partir du moment où J.D. Vance, le vice-président Vance, a pris les commandes, il y a eu une bien meilleure compréhension. Parce que pour les États-Unis, le détroit d'Ormuz n'est pas l'enjeu le plus important. En revanche, pour l'Iran, le détroit d'Ormuz, c'est une ligne rouge en matière de sécurité nationale. Et l'Iran n'a aucun intérêt à ce que ce détroit reste fermé pour toujours. Il voulait simplement s'assurer qu'il garde sa souveraineté sur cette zone.
Mais très vite, on a commencé à entendre au sein de l'administration que c'était un mauvais accord, qu'on renonçait à la liberté de navigation et qu'on ne remplissait plus nos obligations. À partir de là, tout est devenu une bataille entre deux camps dans l'administration, chacun essayant d'imposer son récit. Et je pense qu'au final, pour l'instant, c'est le camp qui estime que l'Amérique devrait aller en guerre pour rouvrir un détroit qui représente moins de 7% de ses échanges avec les États-Unis, qui est en train de l'emporter. Je voudrais qu'on parle de cette question, du protocole d'accord, de la manière dont il est interprété, et de savoir qui le viole, parce que les deux camps s'accusent mutuellement de l'avoir enfreint. J'aimerais qu'on s'y arrête un instant, d'autant que de nouvelles informations sont tombées il y a à peine une heure. On y reviendra. Mais je veux d'abord rester sur le point que vous avez soulevé à propos du côté iranien. Parce que, quelle que soit leur interprétation, ou ce qu'ils ont pu penser au moment de la signature, vous et moi, on s'est échangé des messages hier soir, et j'en étais arrivé à la conclusion que franchement, les Iraniens devaient considérer que la diplomatie était complètement morte, que le protocole d'accord était mort, et que le cessez-le-feu l'était aussi. Donc, à quoi bon continuer? Mais hier soir, vous m'avez dit quelque chose, et peut-être que c'était vrai hier. Vous me direz si ça l'est encore aujourd'hui. Vous m'avez dit qu'il y a encore en Iran certains éléments qui restent intéressés et qui pensent qu'il y a encore un espoir de négociation. Alors, où en êtes-vous maintenant? Écoutez, je pense que du côté américain, ça a été très... Enfin, on en a déjà parlé même plusieurs fois au cours de l'année passée, non? Depuis la guerre de 12 jours et tout ce qui a suivi, à chaque fois qu'il y a eu une négociation, il y a eu un coup de poignard dans le dos juste après. Du coup, ça a mis les négociateurs iraniens dans une très mauvaise position. Ils se sont retrouvés acculés. Et ça a vraiment transformé toute tentative de négociation ou d'accord avec les États-Unis en une arme à double tranchant. On sait que l'autre tranchant finit toujours par tomber. Et il y a beaucoup de gens dans le pays, y compris dans le réseau de soutien de l'État iranien, de la République islamique, qui sont contre ces accords, parce qu'ils pensent eux aussi qu'on cède trop de choses aux États-Unis. Ils font des concessions. Et le camp le plus dur, ou disons celui qui met la sécurité avant tout, estime qu'aucune somme d'argent, que ce soit 10 milliards ou 300 milliards de dollars, ne justifie de renoncer à la sécurité nationale iranienne. Du coup, cette bataille entre ceux qui veulent donner la priorité à l'économie et ceux qui placent la sécurité avant tout dure depuis des mois à l'intérieur du pays. Les médias occidentaux aiment parler d'un camp pragmatique face à un camp économie d'abord. Et évidemment, les partisans de Trump préfèrent travailler avec les gens du camp économie d'abord parce qu'ils peuvent conclure des accords, faire des affaires, bref, bâtir une relation axée sur le business. Mais tout ça ne peut fonctionner que si les partisans de la sécurité sont satisfaits. Voilà. Et le mouvement le plus logique, c'était d'aller vers l'alternative. Donc les pragmatiques, ou ceux qui mettent l'économie avant tout, se retrouvent dans une position où ils ne peuvent pas vraiment la défendre. Ils doivent aussi s'opposer aux voies alternatives. Parce qu'au fond, et c'est ce qu'on oublie souvent à Washington, les deux camps sont iraniens. Les deux font partie de la République islamique. Et les deux travaillent pour ce qu'ils considèrent comme la sécurité nationale de l'Iran. Ils ont simplement des méthodes différentes pour y parvenir. Mais l'objectif principal, la grande ligne rouge en Iran, c'est bien le contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran ne cherche pas forcément à instaurer un système ou un régime militaire sur le golfe Persique. Ce qu'il veut, c'est que sa souveraineté soit acceptée, respectée et reconnue par les États-Unis. Parce qu'à ses yeux, cela reviendrait à ce que Washington reconnaisse enfin la République islamique comme un acteur légitime.
C'est ça, l'essentiel. Et ce que nous avons fait, c'est d'abord en faire aussi une question autour du détroit d'Ormuz, mais pour des raisons assez étranges, presque incompréhensibles. On ne voit pas vraiment pourquoi on devrait accorder autant d'importance au détroit d'Ormuz. Parce qu'en réalité, ce détroit serait déjà rouvert aujourd'hui, l'économie mondiale aurait retrouvé un fonctionnement à peu près normal, et nous aurions pu envisager un tout autre avenir. Je l'avais déjà dit la dernière fois que j'étais dans votre émission. Sur le papier, le protocole d'accord reste, selon moi, un bon accord. S'il devient vraiment un accord, c'est une feuille de route. Mais s'il doit se concrétiser, il faut qu'il repose sur la réalité du terrain. C'est un point que je trouvais important de souligner à l'époque et que je veux encore souligner aujourd'hui. Le problème, c'est que ce protocole d'accord a aussi beaucoup de détracteurs. Des deux côtés, surtout parmi les plus idéologiques. Notamment aux États-Unis, du côté pro-israélien, le camp de Lindsey Graham, si on peut l'appeler comme ça. Avant sa mort, il disait qu'il avait des comptes à régler en Iran et qu'il voulait que la guerre reprenne, en quelque sorte. Et vous voyez, on a encore aujourd'hui, comme un héritage de Lindsey Graham, son ombre qui plane sur cette guerre. Oui, c'est vrai. Et, vous savez, vous avez mentionné les objectifs du protocole d'accord et ce qu'il est censé accomplir. S'il avait vraiment servi de feuille de route vers un accord, on aurait pu mettre fin à la guerre. On aurait pu retrouver au moins une certaine stabilité. On n'appellerait pas ça de l'amitié, ni même quelque chose de positif, mais au moins une stabilité qui permette au commerce de continuer sans craindre une reprise du conflit. C'était en tout cas la théorie. Maintenant, l'un des points essentiels, c'est que cela ne fonctionne que si les deux parties font de leur mieux pour l'appliquer. Et justement, l'une des premières choses que le président Trump essaie de faire en ce moment, c'est, au lieu d'utiliser le protocole d'accord pour créer une ouverture dans le détroit d'Ormuz, il semble plutôt revenir à l'idée d'utiliser la force militaire pour y parvenir, ou même malgré le protocole d'accord. On lui a d'ailleurs posé la question il y a peu, depuis la Maison-Blanche. Maintenant que vous avez annoncé que les États-Unis ont détruit tous les navires poseurs de mines de l'Iran, pourquoi les États-Unis ne pas simplement rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz? Eh bien, on pourrait, mais il faut être deux pour danser le tango. Il faut que les gens acceptent de prendre leur navire à $1 milliard, et vous voyez, de le faire avancer. Quand Pepe a ses grands cargos de sucre qui arrivent et qu'ils valent $1 milliard, et qu'on lui dit « Je pense que c'est bon maintenant, Pepe, prends ton navire, traverse le détroit d'Ormuz », il peut répondre « Je vais peut-être attendre un peu ». Parce que vous savez, ce sont les armateurs qui décident. Et ces navires coûtent extrêmement cher. Certains peuvent aller jusqu'à $2 milliards. Alors ils ne veulent pas prendre le risque sur un simple « je pense que ça ira ». Ils doivent en être sûrs. Ouais, donc le navire sucrier de Pepe, ce bateau à $2 milliards, je sais pas trop. Mais Trump s'en vantait. Et l'amiral Cooper, ce matin dans une vidéo publiée, a dit que tous les navires poseurs de mines avaient été détruits. Du coup, maintenant, ils se disent, bon, on peut y aller. Avec en gros l'idée que, d'accord, je sais ce que dit le protocole d'accord, mais si on peut le prendre, alors on n'a plus à se soucier de rien. Toi, comment tu comprends ça? Eh bien, je pense que d'abord, il y a quelque chose que le président a dit ici qui est vraiment la clé. Ce sont les armateurs qui vont prendre la décision finale sur l'itinéraire. Et devinez quoi? Les États-Unis ont en fait violé le protocole d'accord qu'ils avaient signé en essayant de proposer une route alternative le long des côtes d'Oman. On appelle ça le corridor sud. Ce corridor sud a été immédiatement attaqué par les forces navales iraniennes, parce que l'Iran n'accepte aucun autre itinéraire que celui placé sous sa propre gestion.
Et c'était très clair dans les dispositions iraniennes du paragraphe 5 du protocole d'accord. Il n'y a donc aucune mention des États-Unis dans ce paragraphe 5, et ce n'est pas un hasard. Alors il y a eu ce va-et-vient où les États-Unis ont commencé à attaquer des navires iraniens, ainsi que les zones côtières du sud de l'Iran, à Bandar Abbas et sur les îles. Mais les armateurs, dans leur grande majorité, je crois que sur les 11 navires qui sont passés, 9 ont choisi la route iranienne. Seuls 2 ont tenté de passer par la route omanaise. Donc à mon avis, c'est quelque chose qu'aucune puissance militaire ne peut vraiment changer. Les gens se rendent compte que c'est bien moins cher et plus efficace de passer par la route iranienne. Et même le péage initial, ou la taxe de sécurité que l'Iran faisait payer, était d'1 à 2 millions de dollars par navire. Ça, franchement, ça n'aurait rien à voir avec ce que le président lui-même avait proposé. Une taxe de 20% par pétrolier, par stockage, ou peu importe ce qu'il transportait. Donc voilà. La question des 2 corridors, c'est vraiment le cœur du problème. La France et le département d'État ont tous les deux fait pression sur Oman pour qu'il accepte ce nouvel accord, même si le protocole d'accord disait clairement que pendant les 60 prochains jours, le temps de définir les contours précis de l'accord final, Oman et l'Iran devaient négocier un arrangement et que l'Iran gérerait tout pendant cette période. Cet arrangement mutuel devait en principe concerner une seule route sur laquelle l'Iran et Oman auraient un certain contrôle, mais aussi des bénéfices. Mais tout ça a complètement déraillé à cause de certains éléments, à mon avis, au sein de l'administration. Italie supportait un protocole d'accord depuis le début et ne voulait pas que J.D. Vance things. Et ça se rattache aussi à cette vaste campagne d'influence menée par Brad Parscale et d'autres, comme l'a rapporté le magazine Time, pour associer en gros le vice-président à des accusations odieuses, qu'il serait pro-Qatar, anti-Israël ou d'autres accusations tout aussi absurdes. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, le volet politique, les attaques, les campagnes médiatiques, et aussi le volet pratique, comme l'ouverture des routes littorales du côté omanais, ou encore les négociations de paix parallèles entre Israël et l'État libanais, en partie artificielles sans le Hezbollah. Tout ça, c'était piloté par Rubio. L'ensemble devait créer la tempête parfaite pour faire dérayer et détruire ce protocole d'accord. Et il semble bien qu'ils aient réussi. Mais ce n'est pas une bonne chose pour le président des États-Unis. Ce n'est pas bon pour le peuple américain. Ce n'est pas bon non plus pour J.D. Vance. Et j'espère vraiment qu'ils vont se réveiller. Oui, toi et moi, on pense pareil. Et justement, je veux en parler. Tu as évoqué cette espèce de diplomatie de l'ombre menée par le secrétaire d'État Marco Rubio qui allait à l'encontre de ce que le vice-président comptait faire. J'y reviendrai dans un instant. Mais d'abord, parlons de cette première question, celle du protocole d'accord. Tu as dit tout à l'heure que les États-Unis l'avaient violé. Or, selon Caroline Levitt, nous serions innocents et ce serait la partie iranienne qui l'aurait enfreint. C'est important que le peuple américain le comprenne bien. La raison des frappes récentes ces derniers jours, c'est que l'Iran a violé le mémorandum d'accord que nous avions conclu avec eux. Plus précisément, dans ce mémorandum qu'ils ont signé, il était clairement stipulé qu'ils ne devaient pas tirer sur les navires commerciaux traversant le détroit d'Ormuz. Malheureusement, ils ont pris la décision tragique de le faire. Et le président Trump ne va pas rester les bras croisés pendant que ces actes de terrorisme se produisent dans le détroit, sans s'assurer que l'Iran en subisse les conséquences. C'est exactement ce que nous voyons en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si on regarde, et on va le faire ici, on va l'afficher, c'est le paragraphe 5. C'est le 1 et le 5. Je pense que tout le monde a bien compris le numéro 1 maintenant.
sur le Liban. On y reviendra dans un instant. Mais regardons d'abord le numéro 5, parce que c'est daté du 17 juin. Et selon ce document, la République islamique d'Iran s'engage à prendre des dispositions en faisant tout son possible pour assurer le passage sécurisé des navires commerciaux, sans frais, pendant 60 jours entre le golfe Persique et la mer d'Oman, et inversement. Et ensuite, le texte précise qu'après ça, seuls eux et Oman décideront de ce qui se passera après les 60 jours. Mais pendant ces 60 jours, il est dit que c'est l'Iran qui va s'en charger. Ce qu'il ne mentionne pas du tout, c'est un quelconque corridor omanais. Et on voit que dès le 24 juin, donc à peine une semaine plus tard, tout à coup, les États-Unis commencent à parler de l'ONU bloquée dans le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que vous savez de l'origine de tout ça? Et comment ça a pu se produire aussi vite après ce qu'on a signé, alors qu'il était clairement prévu que seuls les Iraniens gèrent la situation pendant ces 60 jours? Oui, alors d'abord, à propos de ce qu'a dit Karen Levitt. Écoutez, du point de vue iranien, dès que des itinéraires alternatifs ont été introduits, le protocole d'accord a été violé. Et à partir de là, tout ce qui avait été convenu concernant le passage sécurisé ou le fait de ne pas tirer sur les navires commerciaux devenait caduc tant que cette autre route existait. C'était de la part des Iraniens un signal clair, vous ne pouvez pas faire ça, d'accord? Maintenant, ceux qui veulent que le protocole fonctionne de notre côté, comme le vice-président Vance et d'autres, pourraient dire « Pourquoi ne nous ont-ils pas simplement appelés ?» Eh bien, il faut comprendre que les conditions internes en Iran, ce qui se passe là-bas, c'est aussi une lutte interne, précisément à cause de ce que vous venez d'expliquer. Beaucoup de décideurs, surtout ceux qui mettent la sécurité avant tout, les plus durs en somme, disent « Écoutez, ils vous ont complètement dupé, ça n'a jamais été réel, ils ont signé un protocole d'accord, une attaque, et ils arrivent. » Et ça, c'est devenu très clair à peine une semaine après qu'on ait vu ces deux développements. D'un côté, la trêve ou la paix négociée entre Israël et le Liban par le département d'État, et de l'autre, la voie omanaise, soudainement, mise en avant par l'ONU. Or, on ne croit pas en l'ONU. Le département d'État ne croit ni en la Cour pénale internationale, ni en l'ONU. Et je pense qu'il y a de bonnes raisons à cela. Mais dès qu'ils ont besoin de quelque chose de l'ONU, tout à coup, le nom de l'ONU réapparaît. Mais au fond, l'élément principal, c'est qu'ils voulaient faire dérailler le protocole d'accord en menant des actions dont ils savaient, et ceux qui poussaient dans ce sens le savaient très bien, que l'Iran allait riposter. La question pour beaucoup, c'est pourquoi l'Iran n'a pas réagi comme prévu. Sa réponse à la riposte a été très mesurée. Alors ils sont allés encore plus loin dans cette direction, et tout le protocole d'accord est désormais, les deux parties en conviennent, terminé. C'est fini, c'est clos. Mais je pense que pour ce qui est de savoir si tout cela a été coordonné, je n'en sais rien. Je ne crois pas que les États-Unis, que le vice-président Vance et ceux qui ont négocié avec les Iraniens, qui ont rédigé le mémorandum d'Islamabad et d'autres, et qui ont négocié à Lucerne en Suisse, je ne crois pas qu'ils aient agi de mauvaise foi. Je pense que les négociateurs ont travaillé honnêtement, mais que l'administration, elle, manque simplement de cohérence. Tout le monde s'agite, et on ne sait pas vraiment qui dirige la politique concernant l'Iran et le détroit d'Ormuz. Il faut qu'il y ait une seule personne responsable, quelqu'un qui décide clairement. Soit on choisit la voie des bombardements et de la guerre sans fin, soit on ne le fait pas, et on cherche vraiment une solution à la table des négociations en tenant compte des réalités sur le terrain. Maintenant, soyons clairs, ça ne changera rien, d'accord? Une campagne de bombardement va encore plus déstabiliser l'économie mondiale. Ce sera très mauvais pour les États-Unis, et Trump en paiera le prix politique, encore plus lourd, à mesure qu'on se rapprochera des élections de mi-mandat.
Je m'attends à ce que les républicains perdent beaucoup de sièges. Mais tout ça, c'est un prix qu'ils vont payer pour rien, sans aucune raison, simplement par ego, au fond. Parce que, encore une fois, le détroit d'Ormuz, le golfe Persique, ce ne sont pas des intérêts vitaux pour les États-Unis. On n'a pas besoin d'assurer la sécurité du transport maritime pour qui que ce soit, alors que la plupart des pétroliers vont de toute façon vers la Chine, le Japon ou la Corée. Et de l'autre côté, ils vont vers l'Europe. Donc ils ne viennent pas aux États-Unis. Nous sommes indépendants sur le plan énergétique, nous avons nos propres réserves, mais on subit quand même les hausses de prix. Et à mes yeux, c'est une décision à moitié réfléchie que de revenir à une posture de guerre et de détruire le protocole d'accord. Mais voilà, c'est là où on en est. Regardons un peu comment on en est arrivé là. Je vous ai montré ça il y a un instant. Le 24 juin, donc une semaine après le début, on a vu cette information. Oman et l'ONU avaient mis en place un corridor. Moi, je pense que c'était surtout les États-Unis qui faisaient semblant d'agir au nom de l'ONU, ou au moins qu'ils utilisaient leur sceau officiel. Mais dès le lendemain, l'Iran n'a pas perdu une seconde. Ils ont déclaré que la seule route autorisée pour traverser le détroit d'Ormuz était celle annoncée par les gardiens de la Révolution. Tout passage sans autorisation est inacceptable et extrêmement dangereux, ont-ils averti dans un communiqué. Et ensuite, les choses se sont enchaînées très vite. Plus tard, le 25, l'Agence des Nations Unies a suspendu le plan d'évacuation maritime après la première attaque contre un navire, parce que la partie iranienne a déclaré « Très bien, c'est fini, nous allons attaquer ». Il n'a pas fallu longtemps pour en voir les conséquences. Dès le lendemain, les États-Unis, par le biais du commandement central, ont annoncé leur première frappe contre l'Iran en représailles. Et bien sûr, l'argument avancé, c'est que, je crois que c'est Caroline Leavitt qui l'a dit, le protocole d'accord n'autorisait pas l'Iran à tirer sur un navire s'il ne respectait pas les règles, mais il ne nous donnait pas non plus l'autorisation d'établir un corridor sud. Point final. On peut, je suppose, chipoter là-dessus, d'un côté comme de l'autre. Mais au bout du compte, qu'on chipote ou pas, ça bloque tout le reste. Si on n'arrive pas à régler ce seul problème, comment peut-on espérer avancer sur la question du dégel des avoirs, sur la levée des sanctions, sur les 300 milliards de dollars destinés à la reconstruction, et ensuite seulement aborder les négociations sur le programme nucléaire, ou prétendu programme, et tout le reste. Rien de tout ça n'avance tant qu'on n'a pas résolu ce point-là. Alors, où va-t-on à partir de là? Oui. Donc, je veux dire, encore une fois, je pense qu'il y avait une raison pour laquelle les termes de l'accord étaient très clairs et qu'ils l'étaient pour une bonne raison. Quand on lit, par exemple, le paragraphe 5 du protocole d'accord, il est écrit que l'Iran ne facturera aucun frais pendant 60 jours seulement. Parce que, dans la suite prévue de l'arrangement, il était même question de facturer un certain montant pour le passage, comme frais de sécurité ou frais environnementaux, un peu sur le modèle du Bosphore, comme le fait la Turquie. Donc encore une fois, cette guerre maintenant tourne autour du détroit d'Ormuz. L'Iran ne reculera pas sur sa souveraineté sur le détroit, ni sur son rôle de puissance régionale dans le golfe Persique. Les États-Unis sont peu à peu repoussés hors de la région, et c'est sans doute dans leur intérêt de ne pas être aussi présents dans une zone aussi éloignée. On assiste donc en quelque sorte à l'aube d'un Moyen-Orient post-américain. Et je pense que cette guerre, dans sa phase actuelle, tourne encore autour de cette idée. Il s'agit de nous amener vers un Moyen-Orient et un golfe Persique post-américain. Maintenant, ce que les pays arabes de la région décident de faire, c'est une autre question. L'Arabie saoudite, par exemple, oscille sans cesse. Et il y a un vrai risque que si le gouvernement saoudien ne comprend pas les enjeux,
le port de Yanbu et son accès au marché pétrolier soient perturbés par la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb. Les Saoudiens ont choisi de ne pas attaquer les Houthis. Une fois que les Houthis ont riposté à l'attaque contre l'aéroport de Sanaa, je pense qu'au final, peut-être qu'ils ont compris la leçon, au moins pour l'instant. Peut-être que des voix plus sages ont pris le dessus pour le moment. Mais encore une fois, il s'agit ici de souveraineté. Il s'agit de sécurité nationale. Il s'agit de lignes rouges. Il s'agit de ce qu'un pays considère comme une menace existentielle. Et les États-Unis en ont donné la preuve. Donc, l'Iran ne reculera pas sur la question des détroits. Il n'existe aucun scénario dans lequel l'Iran accepterait simplement de revenir au statu quo d'avant, à l'ancien régime du Golfe Persique dirigé par les Américains. Et il n'y a pas non plus de scénario, par exemple, où l'Iran renoncerait à son enrichissement nucléaire, où il abaisserait le seuil à, disons, 5%, 1%, ou peu importe. Donc, sur la question de l'enrichissement, comme sur celle du détroit d'Ormuz, l'Iran ne cède. L'Iran ne va pas céder parce que ça touche à ses lignes rouges en matière de sécurité nationale. Renoncer à ça, ce serait comme renoncer à sa souveraineté. Donc ils ne peuvent pas abandonner leur souveraineté sur ces questions. Et ça veut dire que dans les faits, les Américains mettent de plus en plus de pression sur leurs interlocuteurs iraniens, ceux avec qui ils négocient. Parce que ces derniers sont perçus comme faibles, comme des gens qui collaborent avec l'ennemi, comme des vendus qui bradent la sécurité nationale iranienne pour, disons, 10 milliards de dollars par-ci, par-là. De l'argent qu'ils n'ont d'ailleurs pas forcément encore reçu, n'est-ce pas? On parle beaucoup des avoirs gelés, les avoirs iraniens qui devaient être restitués et débloqués. Et une grande partie ne l'a toujours pas été. Sans même parler du fonds de reconstruction de 300 milliards qui devait être versé par les Qataris, les Saoudiens et même les Émiratis. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais l'Iran a compris qu'il est profondément seul sur le plan stratégique. Cette solitude stratégique est très marquée. Cela veut dire qu'il doit compter uniquement sur lui-même. Il doit tenir debout tout seul. Il ne peut pas avoir la moindre garantie de la part d'aucun pays, ni de la Chine, ni de la Russie, ni des États-Unis, qu'on viendra le protéger, n'est-ce pas? L'Iran, ce n'est pas l'Ukraine, et ce n'est pas non plus les Émirats arabes unis. C'est un État d'un tout autre calibre, et il continuera d'agir comme tel en tant que puissance régionale qu'il est. Du côté américain, il faut d'abord comprendre ce que veut l'Iran, quelles sont ses lignes rouges, et voir si cela nous convient. D'accord. Et je pense que, d'un point de vue réaliste, oui, ça l'est. Nous n'avons rien à faire à tirer, à provoquer des incidents ou à multiplier les manœuvres dans le Golfe Persique. Dès qu'on aura compris ça, on pourra stabiliser la situation. Les Iraniens, eux non plus, ne veulent pas fermer le Golfe Persique parce que leurs propres navires y passent. Et ils n'ont aucun intérêt à ce que tout le système économique mondial soit déstabilisé. Ils veulent vraiment en tirer profit. Les pragmatiques en Iran voulaient travailler avec les États-Unis. Ils comprennent que c'est une occasion historique. Trump est affaibli, mais c'est aussi un négociateur. Donc il peut venir à la table et conclure un accord fondamentalement différent sur les relations entre les États-Unis et l'Iran. Ça aurait pu être un nouveau départ. Mais les éléments idéologiques en Iran n'aiment pas l'Amérique, parce qu'ils ne lui font pas confiance. Et en fait, on est en train de leur montrer qu'ils ont raison. Et de l'autre côté, comme vous le savez, il y a aussi beaucoup de gens, chez nous, qui veulent simplement maintenir l'Iran au rang de paria et continuer à faire la guerre au nom d'Israël. Je veux parler de ces deux points. Je vais en parler ici. Dans l'hypothèse, ou disons dans l'idée, que l'Iran aurait intérêt à trouver une solution diplomatique à cette situation,
plutôt que de la laisser se régler militairement, pour les raisons que vous venez d'évoquer. Mais tout cela dépend d'une condition, qu'il y ait la moindre chance que les États-Unis respectent réellement les engagements qu'ils prendraient. Alors, laissez-moi vous poser la question. Pour ceux en Iran qui sont encore disposés à envisager une forme de diplomatie, quel serait selon vous le résultat ou comment comprenez-vous ce retour au premier paragraphe? Ce passage précise notamment que la cessation permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et l'engagement, à partir de maintenant, de ne pas initier de guerre ni d'opérations militaires l'un contre l'autre, de s'abstenir de toute menace ou usage de la force. Nous allons-ils and threat au Liban. C'était le 17 juin. Mais ensuite, le 20, je ne me souviens plus exactement, peut-être le 24 ou le 25 juin, tout à coup, voilà que le secrétaire d'État Marco Rubio se rend à Washington et signe ce document avec l'ambassadeur du Liban, pas du Hezbollah, et celui d'Israël, pas de l'Iran. Et là, on nous dit que ce texte va soutenir le protocole d'accord, alors qu'en réalité, c'était complètement contradictoire, parce que ce document disait qu'Israël ne partirait jamais tant que le Hezbollah ne serait pas désarmé, ce qui bien sûr n'était pas mentionné dans le premier paragraphe que je viens de citer. Donc ces deux textes se contredisent, ils sont incompatibles. Alors comment l'Iran est censé gérer ça, quand notre vice-président et notre secrétaire d'État ont établi des règles différentes et qu'ils n'ont l'intention de respecter ni l'une ni l'autre? Eh bien, c'est justement la question, non? D'abord, du point de vue iranien, il voulait que le Liban soit inclus parce qu'il cherchait une garantie sur la manière et le moment où, si la guerre reprenait et si Israël ne respectait pas ses propres engagements, il pourrait réagir. Ça fait partie de la stratégie iranienne de défense avancée, une stratégie de dissuasion qui, à mon avis, a échoué. Je ne pense pas que cette stratégie de défense avancée ait jamais vraiment réussi à contenir Israël, comme on a pu le constater. Et au fond, je pense que la dissuasion iranienne doit venir du territoire iranien lui-même. C'est l'un des premiers points dont il faut parler. Deuxièmement, je pense que du point de vue iranien, la question c'est de savoir où en est cette administration. Eh bien, on ne sait pas vraiment où elle en est. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau, non? Il y a un protocole d'accord, on en fait tout un événement, Trump le signe, et pourtant, juste après, tout indique que nous en violons déjà les termes. Nous ne respectons pas ce que nous venons de promettre. Ça envoie un très mauvais signal aux Iraniens. Ça montre qu'on ne peut pas nous faire confiance. Et ça renforce ceux qui disent qu'il faut simplement continuer cette guerre jusqu'à ce que l'Amérique finisse par partir. On n'a pas besoin d'un accord pour que l'Amérique s'en aille. Nous avons juste besoin qu'ils partent. Donc je pense que oui, on avance dans cette direction. De notre côté, du côté américain, je crois que le fait de violer le protocole d'accord et de reprendre les campagnes de bombardement mènerait à une guerre sans fin au Moyen-Orient. Une guerre permanente qui viserait différentes régions d'Iran et l'affaiblirait au profit d'Israël. Encore une fois, je veux le redire clairement, je continue de penser que ce n'est pas parce que, enfin au fond, le détroit d'Ormuz n'est pas nos intérêts. Le programme nucléaire iranien non plus. Ce ne sont pas nos intérêts. Ce ne sont pas des intérêts américains. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, le prétexte de la guerre au départ, c'était la question nucléaire. Une fois qu'on a compris qu'on ne pouvait pas régler ça, que l'Iran allait en fait garder ses stocks et qu'on ne pouvait rien y faire, et qu'après l'échec de l'opération d'Ispahan, on a changé de cap. On s'est dit, bon, on va chercher autre chose et maintenant, il semble que ce soit le détroit d'Ormuz, le contrôle du détroit d'Ormuz. Mais est-ce que l'un ou l'autre sert vraiment les intérêts américains? C'est ça, la vraie question. J'aimerais que votre public réfléchisse à quel intérêt est réellement servi
quand les forces américaines sont exposées au danger et que nos ressources sont dépensées dans cette région, alors que l'objectif d'abord n'est même pas clair. Et même si c'était clair, même si on disait simplement qu'on veut contrôler le détroit d'Ormuz, pourquoi devrions-nous le contrôler? Quel est l'intérêt pour nous, quand la plupart des cargaisons là-bas n'ont rien à voir avec l'Amérique, ne viennent même pas chez nous, hein? C'est un peu comme quand on est retourné frapper au Yémen. Si vous vous souvenez, on l'a fait pour rendre service aux Européens, en plein milieu des tensions à l'OTAN à cause de l'Ukraine. On a déclenché une guerre au Yémen contre les Houthis, alors que franchement, ça ne servait pas les Américains non plus. Mais on l'a fait en se disant, tu les aides, ils t'aident sur l'Ukraine. On pensait leur donner un coup de main et en même temps protéger le commerce maritime pour l'Europe. Donc encore une fois, l'Amérique doit arrêter de faire des choses pour les autres. Ça ne profite pas au peuple américain, que ce soit pour les Européens ou pour les Israéliens, vous voyez? Et si je peux ajouter quelque chose, ce sont des choses qu'on ne peut de toute façon pas faire. Restons-en là. On parle de toute cette question militaire. Voici le général Keith Kellogg, il y a quelques jours, qui plaidait vraiment pour un retour à une solution militaire. Une solution qui, selon moi, ne fonctionnera pas. Nous avons bel et bien la capacité militaire de maintenir le détroit ouvert. Nous l'avons déjà prouvé et nos forces peuvent le faire à nouveau. Maintenant, la deuxième question, avons-nous la volonté de le faire? Oui, le président Trump, lui, a cette volonté. Et c'est la question que nous posons au peuple américain. Vous devez soutenir le président. C'est un moment décisif. Beaucoup de critiques disent que c'est une guerre de choix, qu'on ne devrait pas s'y engager. N'importe quoi. C'est une guerre qui concerne aussi les enfants et les petits-enfants des Américains. Et ça ne me pose aucun problème, et ça ne devrait pas leur en poser non plus. Et si cela leur coûte quelque chose, eh bien tant pis. Oui, bien sûr, pour leur avenir, leur richesse et tout ce qu'il a dit. Sauf que si tu n'y arrives pas, tout ce que tu fais, c'est gaspiller nos ressources et nous mettre dans une situation encore pire ici. Je suis désolé, mais laissez-moi dire une chose. Keith Kellogg a dit la même chose à propos de l'Ukraine et de la Russie. Et lui aussi parle de la guerre en Ukraine comme d'une guerre pour les petits-enfants américains. Encore une fois, ces petits-enfants américains ne vont pas en sortir gagnants. Au contraire, ils seront plus mal lotis à cause de toutes ces guerres, parce qu'on dépense énormément d'argent qu'on devrait consacrer à eux, à leurs écoles, à leur santé, à leurs soins et à tout le reste. On dépense tout ça au lieu d'investir dans notre propre avenir, juste pour servir les intérêts de certains groupes de pression et de certains pays. Et en plus, on ne rend même pas service à ces pays-là. L'Ukraine a perdu entre 25 et 30% de son territoire. Israël, lui, est devenu un paria, parce qu'on a laissé faire, on n'a pas su le contrôler. Beaucoup de tout ça, c'est de notre faute. Mais au fond, c'est juste une série de mauvaises décisions, les unes après les autres. Et j'ai du mal à comprendre, vous savez. Quand on regarde tous les sondages, les Américains ne veulent pas qu'on fasse la guerre en Ukraine. Ils ne veulent pas non plus qu'on fasse la guerre en Iran. On doit rentrer chez nous et se concentrer sur les priorités américaines, sur les intérêts nationaux, sur la reconstruction de notre propre économie. Et ça, vous voyez, ça nous amènerait à une autre discussion. Mais on a été tellement tourné vers le monde, tellement globaliste, tellement permissif, tellement hégémonique, qu'on a oublié ce qui fait la grandeur de l'Amérique, non? Ce sont les sources de notre force. C'est l'économie, c'est le peuple, c'est la nature même du continent américain. Et le domaine américain, la sphère d'influence américaine, elle est dans l'hémisphère occidental. C'est ce que disait l'administration quand elle a attaqué Cuba, non? Enfin, quand elle a attaqué le Venezuela.
ou quand finalement, enfin, c'est le step false tooth à you. C'est pas vraiment, et c'est la fin step. Donc voilà où nous en sommes. Et faire tout ça en même temps qu'on va chercher la confrontation avec les Houthis yéménites, avec les Iraniens dans le Golfe Persique et avec les Russes au nom des Ukrainiens. Franchement, ce n'est pas tenable. C'est pas durable et ce n'est pas dans l'intérêt ni au bénéfice des États-Unis. Alors la question, c'est où allons-nous? Il y a 2 ou 3 choses que je veux vous montrer avant de vous poser la dernière question. D'abord, il y a de nouvelles menaces potentielles du côté des zones contrôlées par les Houthis, là-bas autour du Bab el-Mandeb. Cela pourrait même concerner le nord de la mer Rouge. Et ça pourrait aussi entrer en jeu. Évidemment, le détroit d'Ormuz reste un point sensible. Mais ce n'est peut-être pas le pire, parce que si le Bab el-Mandeb était bloqué, on pourrait couper l'accès au port de Yanbu pour les Saoudiens. Ça pourrait en limiter l'activité ou même empêcher les exportations. Et peut-être qu'il y a un enjeu encore plus important ici. C'était le 8 juillet, donc il y a environ une semaine. Il est dit que le Parlement iranien envisageait de se retirer du TNP, de modifier sa doctrine nucléaire et, avec Ansar Allah, de fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Ce qui, on le sait, pourrait complètement semer le chaos dans toute la région. Alors, si la situation actuelle reste la même, si le statu quo se maintient, où les États-Unis continuent de tout reprocher à l'Iran, continuent de tirer des missiles jusqu'à ce que Téhéran fasse ce qu'ils veulent, sans libérer de fonds, sans lever les sanctions, sans payer quoi que ce soit, sans même parler des armes nucléaires, tout en essayant encore de contrôler le détroit d'Ormuz. Ça fait une longue liste de choses. Si tout ça ne change pas, qu'est-ce qu'il reste à l'Iran, à part ce que vous disiez tout à l'heure? Simplement tenir plus longtemps que les États-Unis jusqu'à ce qu'ils partent sans aucun accord. Oui, je plaisantais avec un ami en disant que quand les historiens se pencheront sur la question, ils verront que la politique de l'administration semble être de pousser, d'encourager, presque d'assurer que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. C'est un pays qui a toujours voulu avoir la capacité nucléaire, la technologie nucléaire, mais qui avait des fatwas contre les armes nucléaires. Il n'a donc jamais eu de véritable dissuasion nucléaire. Et à cause de ça, il a fini par attirer la guerre sur lui, sans pour autant obtenir cette dissuasion. Et j'ai l'impression que c'est notre dernière chance de les convaincre qu'on peut vraiment traiter avec eux comme avec un pays normal. Parce que sinon, l'Iran n'aura plus d'options. S'il n'obtient pas une relance économique, s'il n'y a pas de réouverture diplomatique, pas de rapprochement, pas de détente avec les États-Unis après la victoire stratégique iranienne dans le Golfe Persique, alors, franchement, il ne restera plus grand-chose à faire. C'est le moment de vraiment dire aux Iraniens, « Très bien, prenez ça, on va traiter avec vous. Et vous savez, ce qui est dans l'intérêt des États-Unis, on va le poursuivre, d'accord? » Donc ça pourrait être un moment à la Nixon pour la politique étrangère américaine vis-à-vis de l'Iran, j'en ai déjà parlé. Mais si ça n'arrive pas, on va se retrouver avec un Iran nucléaire d'ici 18 à 24 mois. Parce que l'Iran sait très bien à quel point il est isolé, qu'aucun pays ne viendra le défendre, et que sa soi-disant patience stratégique ou ses négociations de bonne foi l'ont toujours affaibli, jamais renforcé. Donc, l'art de la négociation, ce serait d'obtenir un accord maintenant, au moment où les deux parties veulent un accord, mais doivent toutes les deux faire des compromis, n'est-ce pas? L'Iran subit aussi une forte pression économique. L'Iran voulait un allègement économique, il voulait que les sanctions soient levées, il voulait retrouver une nouvelle opportunité économique, et les entreprises américaines auraient pu aller en Iran. C'était la condition. Mais si ça ne se produit pas, si les faucons obtiennent ce qu'ils veulent,
Ils feront de l'Iran le monstre qu'ils ont toujours décrit. Ils feront de l'Iran un pays nucléaire. Et au final, cela mettra fin au monopole nucléaire d'Israël dans la région, parce que l'Iran n'aura plus d'autre choix. Parce que même en résistant, même en montrant à l'Amérique qu'il n'y a pas d'option militaire, qu'il n'y a pas de solution militaire au dossier iranien, même après tout ça, il n'aura toujours pas réussi à amener les États-Unis à conclure un nouvel accord, à renouveler les termes. On aurait dit que Trump s'était enfin réveillé face à la réalité. Mais si ça ne marche pas, alors à quoi bon ne pas avoir... Enfin, je veux dire, si tu sais que tu es en position d'insécurité, si l'autre camp ne te traite pas avec respect, s'il est imprévisible et instable, la seule garantie que tu aies, la seule dissuasion absolue possible, c'est la dissuasion nucléaire. Pendant 20 ans, tu sais, Khamenei père et les gens autour de lui rejetaient ouvertement les armes de destruction massive. Et c'était en partie lié à leur idéologie. Au fond, avant d'être islamistes, ils étaient de gauche. Ils étaient contre les armes de destruction massive pour tout le monde. Point final. Mais pour cette raison, et aussi pour des raisons islamiques, ils ne cherchaient pas à se doter d'une véritable option nucléaire. Mais il y a enfin l'autre face du pragmatisme, non? Ce n'est pas seulement la négociation. L'autre face du pragmatisme, c'est que quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut changer de cap. Et l'idéologie ne va plus vous empêcher d'avoir ou de développer une dissuasion nucléaire. Donc je pense qu'on fait ici une énorme erreur. Pour le peuple américain, oui. Pour nos futurs petits-enfants dont Keith Kellogg parle tout le temps, oui aussi. Et nous ne faisons pas de bien à l'économie américaine. Nous sommes en train de paralyser toute l'économie mondiale. Et quand la bulle finira par éclater, vous pouvez être sûr que les cours du pétrole vont s'envoler. Les marchés n'ont toujours pas intégré le fait que la guerre pourrait reprendre. Et pourtant, la guerre peut très bien revenir si on continue sur cette voie, si on fonce tête baissée vers un conflit total. Parce que, encore une fois, cette situation de ni paix ni guerre, ce statu quo, n'est pas bon pour l'Iran. L'Iran devra choisir. Soit il décide d'être en paix complète avec les États-Unis, d'entrer dans une sorte de détente et de mettre fin aux hostilités, soit il s'engage dans une guerre totale. Parce qu'à ce moment-là, il pourra vraiment faire ce qu'il veut pour faire monter la pression sur les États-Unis et leurs alliés dans la région. En ce moment, l'Iran est un peu coincé entre les deux. Il veut répondre à l'agression américaine. L'Iran voulait réagir à la manipulation américaine des termes du protocole d'accord, mais il ne pouvait pas vraiment le faire sans risquer de déclencher une guerre totale. Mais si une guerre totale est déjà inévitable, alors l'Iran la mènera. En revanche, la possibilité de redéfinir un nouvel accord structurel qui changerait les contours et l'équilibre du Moyen-Orient, de mettre en place une nouvelle architecture de sécurité dans la région, avec l'Amérique comme pièce maîtresse d'un nouvel ordre. Tout cela disparaîtrait. L'Iran devrait alors se concentrer sur la protection de sa propre sécurité nationale, en cherchant une dissuasion absolue, et non plus des dissuasions tactiques comme par exemple la dissuasion par la punition qu'il a utilisée jusqu'ici, ou même la dissuasion par le déni, fondée sur la défense en mosaïque et des réseaux de défense décentralisés. Parce qu'en ce moment, les États-Unis s'en prennent à toute la logistique, aux chaînes d'approvisionnement, à tout ce qui permet à la réponse militaire iranienne, à sa capacité de dissuasion, de fonctionner dans le Sud. Donc si ça continue, l'Iran va réagir pleinement, et là, ça va vraiment exploser. Franchement, je ne peux pas assez insister sur à quel point cette pente est dangereuse. On est au bord d'une escalade, et Trump, encore une fois, joue avec le feu. Il doit comprendre que chaque fois qu'il agit comme ça, chaque confrontation qu'il provoque avec l'Iran est pire que la précédente. C'est quelque chose qu'on a vu pendant ces 15 derniers mois au pouvoir, non? On l'a bien constaté.
Il est temps, je crois, de se réveiller et de voir la réalité en face. On ne peut pas refaire le monde à son image, et les autres pays ne vont pas simplement se soumettre parce qu'on leur dit de le faire. Ça ne marche pas comme ça. Et nous n'avons pas la capacité militaire. Ce n'est pas 1990 et on ne peut pas imposer notre volonté uniquement par la force des armes. Parce que l'Iran, avec toutes ses capacités défensives, les montagnes, la géographie, l'histoire, la culture, tout ça, ce n'est tout simplement pas un pays qu'on peut neutraliser uniquement avec la puissance aérienne. C'est impossible. Alors si on ne se réveille pas, on va se retrouver dans un cauchemar. Et ce ne sera pas bon pour nous. Je ne sais pas comment on s'en sortirait. Mais on vous remercie d'avoir mis ces détails en lumière ici pour qu'on comprenne bien ce à quoi on fait face. Et j'espère que quelqu'un de l'administration regarde cette émission. Je sais que ça leur est déjà arrivé. Ce serait vraiment bien que le président Trump en fasse partie pour qu'il écoute ces bons conseils et qu'il nous sorte de cette situation avant qu'on en arrive au pire. Encore une fois, je dirais simplement que Donald Trump a toujours une occasion historique d'obtenir l'héritage qu'il souhaite. Il peut vraiment devenir le président qui redéfinit tout le Moyen-Orient, pas selon les anciens termes israéliens d'Abraham, bien sûr, mais selon de nouveaux termes, beaucoup plus nixoniens, plus calculés, plus favorables aux affaires. Tout ce qu'il veut, il peut l'obtenir. Il peut aussi quitter la région et rester dans les mémoires comme celui qui a mis fin à des années et des années de conflits au Moyen-Orient avec l'Iran et d'autres pays. Mais il doit comprendre que cela n'est possible qu'en tenant compte de la réalité sur le terrain. Le détroit d'Ormuz est tout près de l'Iran, c'est juste là, et l'Iran le gardera. Je veux dire encore une fois, c'est lui qui a rebaptisé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Il devrait comprendre ce que cela signifie pour les Iraniens. Il devrait le faire, et j'espère qu'il le fera. Mais on va devoir attendre et voir. On va s'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. On apprécie vraiment et on a hâte de vous revoir bientôt. Merci Daniel, merci. Et on vous remercie, vraiment. Si quelque chose se passe d'ici la fin de la journée, apparemment, on vient d'ouvrir la porte à une nouvelle série d'affrontements. Ça a commencé juste avant qu'on prenne l'antenne et on ne sait toujours pas ce que l'Iran va faire. On sait juste qu'ils vont faire quelque chose. Donc s'il y a du nouveau ce soir, on reviendra vers vous. Sinon, on se retrouve demain dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor, parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors montrez un peu de soutien, abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un à qui vous tenez. And send this to somebody you care about.